Ouais. Alors, nous, on va vous parler du bégaiement, et plus spécifiquement du feedback auditif retardé chez les personnes qui bégayent avec et sans trouble du traitement auditif central. Donc déjà, on arrive avec nos gros sabots pour le titre, mais simplement le feedback auditif retardé. C'est la personne qui va entendre ce qu'elle prononce, mais avec un certain temps de latence, un retard que va choisir l'expérimentateur. On peut comparer ça à un effet d'écho. Alors dans le titre, on nous parle aussi du trouble du traitement auditif central. Les personnes qui ont ce type de trouble, elles ont simplement leur oreille qui fonctionne simplement, elles entendent bien, l'anatomie est correcte, mais c'est le cerveau qui va maltraiter les sons qu'il reçoit. Par exemple, dans une tâche d'écoute dichotique, c'est-à-dire une tâche où la personne a un message dans une oreille et un message dans une autre oreille, ces personnes auront du mal à dire quel message vient de quelle oreille. Elles sont aussi confrontées au problème suivant. Si elles parlent dans un milieu bruyant, elles auront du mal à saisir le message de leur interlocuteur et à l'isoler correctement. Et donc, les chercheurs, leur grosse question, c'est donc bien de savoir si ce retour retardé a vraiment un effet bénéfique et donc rend la parole plus fluide. Okay. Rend la parole plus fluide des personnes qui bégayent avec ou sans le trouble du traitement auditif central. Et donc, pour cela, ils ont recruté 20 personnes entre 7 et... On m'entend pas bien ? Ok. Ils ont recruté 20 personnes entre 7 et 17 ans et qui avaient un bégaiement développemental persistant de type léger. Et ils ont réparti ça donc en 2 groupes. Il y avait 10 personnes qui avaient un trouble du traitement auditif central et 10 qui n'en avaient pas. Alors, pour pouvoir les comparer, ils ont récolté 2 types d'échantillons, 2 paroles spontanées, un où la personne parlait comme dans sa vie de tous les jours, et un autre où il y avait un petit retard. Non. Voilà. Et pour pouvoir mettre en place ce retard, ils ont tout simplement utilisé un casque avec un micro et un ordinateur sur lequel ils ont installé un logiciel qui permettait ce retard. Et donc, c'est Phonotools ici. Alors, pour pouvoir savoir quel type de bégaiement est bénéfique, ils ont mesuré pas mal de choses. Le nombre de syllabes et de mots que les sujets ont dit par minute, ainsi que la fréquence et la durée de rupture qu'il y avait dans leur discours, et les différents types, pour savoir, de rupture, tels que la prolongation, la répétition, les blocages, etc., etc. Alors, les résultats, qu'est-ce que concrètement on a observé ? Alors, au point de vue du temps des disfluences, donc combien de temps durait la pause, la prolongation, etc., chez les personnes sans trouble, grâce au feedback auditif retardé, la pause durait en moyenne 2,4 secondes de moins, pause ou autre disfluence, tandis que dans le groupe avec trouble, on n'observait aucune différence. Du point de vue des fréquences des disfluences, donc combien il y en avait dans le discours spontané de ces personnes, on observe une diminution de ces disfluences de l'ordre de -2, tandis que dans le groupe avec trouble, on observe une disfluence de plus. Globalement, c'était tout type de disfluence qui diminuait chez les personnes sans trouble, tandis que chez les personnes avec trouble, c'était ces mêmes disfluences, mais qui augmentaient. Du point de vue du nombre de syllabes par minute et du mot par minute, on remarque une diminution de ces mots et syllabes dans le groupe avec trouble, tandis qu'il y a une légère différence pour le groupe sans trouble, et cette légère différence, elle va dans le sens d'une amélioration, donc ils sont plus fluents.
Mais donc là, on pourrait croire concrètement que, en fait, pour le groupe qui n'avait pas de trouble, le feedback auditif retardé est une super méthode, tandis que pour le groupe avec trouble, au contraire, là, il ne faut pas du tout l'appliquer. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, tous nos résultats, c'est des moyennes de chaque groupe, donc des moyennes de scores de tous les participants au sein du groupe. Mais quand on observe les scores de chaque personne séparément, dans le groupe qui avait un trouble, on observe des énormes différences. Donc, il y en a qui ont de très bons scores, il y en a qui ont de très mauvais scores. Donc, en fait, ça veut dire simplement que dans le groupe avec trouble, il y a des personnes qui réagissent super bien au feedback auditif retardé et d'autres pas du tout. Donc, cette technique, elle peut marcher avec certains, mais pas avec d'autres. Dans le groupe sans trouble, par contre, la variabilité entre les participants, donc entre les scores, était vraiment faible. Donc, de manière globale, ils réagissaient tous de la même manière et donc positivement ici au feedback retardé. Alors, on va maintenant passer au take-home message, donc le plus important à retenir. Alors, donc, comme je viens de le dire ici, le feedback auditif retardé, on a vu qu'il augmentait la fluidité chez les personnes sans trouble. Par contre, chez les personnes qui avaient un trouble auditif à la base, là, c'est mitigé. Chez certains, ça va bien fonctionner et chez d'autres, pas du tout. Alors, cette technique, on vous l'a présentée parce que c'est une technique facile à mettre en place en cabinet. Donc, il vous suffit d'un ordinateur, d'un casque et d'un micro, et un de ces logiciels avec l'avantage du DAF qui est gratuit et facile d'accès. Vous pouvez aussi l'appliquer dans la vie quotidienne de vos patients, grâce soit à l'oreillette Easy Speech, mais c'est quand même assez cher, c'est 450 € l'oreillette. Et donc, il y a aussi moyen d'avoir le DAF sur un smartphone et donc pouvoir l'utiliser dans la vie quotidienne, mais avec un casque et un micro également. Et on va insister aussi sur le fait que ça ne guérit pas le bégaiement, mais ça peut accompagner la rééducation. Et pour ça, on va vous montrer une petite vidéo. But Mark has tried everything. So 3 weeks ago, he went to East Carolina University to be fitted for this device, which has just arrived in the mail. With his family by his side, Mark hopes for a miracle. Here we go. It's working. I always forget how to put it in. Well, it's not like you've had a lot of experience. Well, I've had it on one time and it worked and I put it in easily. And here I am just... Alors, pour vous prouver que ça ne guérit pas, je vais vous mettre un deuxième extrait. Donc là, on va lui demander d'enlever l'oreillette. Is that something you would be willing to demonstrate? Yes, I will. Okay, let's try. Check it out. See what happens. I can truthfully say I don't like to... Et donc voilà, ça ne guérit pas. Et on voudrait aussi insister sur le fait que ce type de passage de fluent à bégaiement comme ça, aussi fort, ça ne concerne que 18% des patients en tout. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Moi, je me demandais, donc vous avez montré qu'il y avait beaucoup de variabilité chez les patients qui bégayent et qui ont un trouble auditif central. Est-ce que dans l'article, il donnait des indices de chez quels participants qui ont un trouble auditif central, on va remarquer qu'il y a une amélioration ou pas? N'importe. Mais on s'est posé la même question. On s'est posé exactement la même question. Le problème, c'est qu'il ne détaille pas les caractéristiques des personnes de façon individuelle. Donc, on a vraiment les scores globaux et de tout le monde. Donc, c'est vraiment compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau du traitement du trouble du traitement auditif central, ça ne fonctionne pas vraiment. Voilà. Et est-ce que vous aviez des indications sur qu'est-ce qui était difficile chez les participants qui ont un trouble auditif central, mais à quel niveau, à quelle tâche? Est-ce que vous aviez des indications ou pas du tout? La seule tâche qu'on leur a donnée, c'est de parler de façon spontanée, donc il n'y a pas vraiment de... Ouais. Oui. Vous n'aviez pas du tout d'informations sur comment a été diagnostiqué leur trouble auditif central?
Non, on n'a pas. Ils disent juste qu'ils se sont assurés que seuls 10 patients avaient le trouble traitement auditif central, mais ils n'en parlaient pas plus. Ça va, merci. Merci beaucoup. Derrière. C'était pour revenir par rapport à l'oreillette. Donc, on voit que ça a un réel effet sur la vie quotidienne. Mais par rapport à la rééducation donc, en séance, quelle est l'utilité du feedback auditif, puisque finalement, ça ne guérit pas. Donc, comment on peut... Est-ce que c'est utile de l'utiliser donc? Alors, moi, je vais parler de façon personnelle, parce que je pense qu'on n'aura pas tous le même avis là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose à utiliser en séance, je crois. C'est plus quelque chose à utiliser pour accompagner la prise en charge, très certainement chez des patients qui ont beaucoup de mal à accepter leur bégaiement, qui en souffrent énormément. Ça peut peut-être les aider à finalement accepter le bégaiement par petites doses et augmenter les temps sans l'oreillette, ou en attendant de l'amélioration de la prise en charge, ce genre de choses. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Ouais, enfin, moi je dirais aussi, c'est pas un secret, genre par exemple des personnes qui commencent une prise en charge en bégaiement et qui sont adultes, enfin il y a beaucoup de chances pour que ça soit très très lent, qu'on voit pas beaucoup les effets. Enfin, les gens qui utilisent ce type d'oreillette, ça leur change vraiment la vie. Et enfin, voilà, rien que pour ça, c'est quand même important de pouvoir leur apporter une aide aussi par rapport à ça. Et puis, donc on expliquait que ça pouvait être bien parallèlement à une prise en charge logopédique. Aussi parce que ça réduit beaucoup tous les sentiments négatifs, etc., qu'il y a autour du bégaiement et les angoisses, etc. Et on sait que tout ce qui est émotion et tout ça, c'est vraiment beaucoup lié au bégaiement. Donc je pense que le fait, d'utiliser ça, ça peut avoir même un impact sur la prise en charge, parce que comme ils ont moins de sentiments négatifs, ça va être lié à... Ils vont mieux faire leur prise en charge pour moi. Donc, voilà. Donc vous le conseillez dans la vie quotidienne du patient, mais pas en prise en charge? Ça doit être aussi en fonction de chaque patient, quoi. Donc voilà. Mais en fait, c'est important de savoir l'utiliser en séance, parce que c'est à nous de définir quel retard il y aura et quel retard est optimal, en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir le mettre facilement au cabinet, mais je ne l'utiliserai pas quotidiennement dans une prise en charge. Merci. Juste une dernière petite question, parce que entre la vidéo que vous nous avez montrée et l'effet de 2 disfluences en moins chez vos patients, il y a quand même un monde de différence, et je me demandais, 2 disfluences en moins sur un échantillon de quelle taille? De 20 personnes. Mais de 10 personnes, pardon. Quel nombre de mots constituait l'échantillon de langage spontané? On ne t'entend pas. Je me suis posé la question aussi, parce que j'ai pas vu du tout le nombre de minutes ou le nombre de mots que dirait l'échantillon spontané. Donc finalement, c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose. Du coup, 2 mots dans on ne sait pas quoi. Ouais. J'ai peut-être pas assisté assez dessus, mais c'est des bégaiements légers, donc je pense pas qu'on peut attendre à des gros effets sur ces échantillons-là, parce que déjà le bégaiement est assez faible. Donc voilà, je pense que c'est aussi lié à ça, la faible taille de l'effet. Merci beaucoup.